Bonjour tout le monde. On va entamer notre cours sur la gestion des processus. Donc, rappelez-vous, on avait dit que le système d'exploitation, sa mission essentielle, c'est de gérer l'ensemble des ressources, donc y compris les ressources physiques, telles qu'une imprimante, un disque ou la mémoire, et aussi des ressources qui sont logiques, telles que le fichier, ce qu'on a vu, parce que le fichier n'existe pas physiquement. De la même manière, il y a cette notion de processus, le processus qui existe en tant qu'entité logique. Et donc, cette gestion, elle fait partie de la gestion globale du système d'exploitation. Particulièrement, ce qui nous intéresse par la suite dans ce volet, c'est beaucoup plus l'utilisation de ces processus, comment on va les utiliser et comment on peut programmer des tâches qu'on peut utiliser sur le système d'exploitation d'une manière générale. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est cette notion de processus qu'il faut expliquer au départ parce que c'est une nouvelle notion par rapport aux utilisateurs. Et par la suite, au fur et à mesure, on essaye au fur et à mesure de comprendre cette entité de processus et comment l'utiliser d'une manière rationnelle. Alors, on commence par cette définition de processus, donc qu'il faut, je dirais, retenir. Donc, ce qu'on a comme processus, cette notion de processus, ce n'est pas quelque chose qui est, je dirais, l'équivalent de programme. Donc, un programme, c'est cette vision utilisateur qui consiste à dire qu'un programme, c'est quoi? C'est un ensemble d'instructions plus un ensemble de variables. La notion de processus, c'est quelque chose qui est différent, c'est-à-dire que dès que tu lances un programme pour l'exécuter, à partir de cet instant-là, dès que son exécution va commencer, automatiquement, on ne parle plus de programme, mais on parle de processus. Et donc là, ce qui explique que la vision de l'utilisateur, c'est une vision par rapport à un programme. La vision du système d'exploitation, c'est cette vision de processus. Et c'est ça qui fait la différence. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Bien entendu, le processus est une notion qui englobe la notion de programme. Donc, un processus, c'est quoi? C'est un programme plus un PCB, c'est-à-dire une structure qui permet de contrôler ce processus. Et donc, cette structure, elle est créée par qui? Bien entendu, elle n'est pas créée par l'utilisateur, mais elle est créée par le système d'exploitation. Donc, dès que le système d'exploitation va exécuter un programme, automatiquement, il lui crée cette structure qu'on appelle le PCB. Et donc, la jonction des deux entités constitue cette nouvelle entité qui existe, qu'on appelle communément le processus. Et donc, naturellement, le processus, on voit son apparition, sa naissance, à partir du moment où on veut exécuter un programme. Donc, dès qu'on veut commencer à exécuter un programme, cette notion de processus, elle apparaît. Bien entendu, elle va disparaître quand? Elle va disparaître quand le processus se termine, c'est-à-dire on est en fin d'exécution, donc automatiquement, le processus va disparaître du système. Alors, le PCB, j'avais dit, c'était une structure qui permet de contrôler le processus et qui va contenir un ensemble d'informations. Donc, parmi les informations, il y a le nom du processus. Et c'est un nom qui est affecté automatiquement par le système d'exploitation. Donc, à la différence de fichiers où le système d'exploitation demande à l'utilisateur de fixer le nom du fichier, là, dans le PCB, le système d'exploitation ne demande pas à l'utilisateur de fixer son nom. Donc, le nom, il est fixé automatiquement par le système d'exploitation. Donc, ça, c'est, vous voyez la différence de gestion entre le processus et le fichier. Autre chose, on avait dit qu'un processus, automatiquement, durant toute sa vie,
c'est-à-dire depuis sa création jusqu'à sa terminaison, il passe par des étapes intermédiaires. Et donc, ces étapes-là font que le processus, à tout moment, il a ce qu'on appelle un état. Un état, c'est-à-dire dans quelle situation il se trouve. Donc, il peut se trouver dans la situation d'exécution, c'est-à-dire il est ce qu'on appelle communément actif, comme il peut être dans l'état prêt, c'est-à-dire qu'il est là, il attend son tour pour pouvoir s'exécuter. Comme il peut être, par exemple, dans un état bloqué, c'est-à-dire qu'il a besoin de quelque chose, il n'arrive pas à l'avoir, et donc il se met en attente jusqu'à la satisfaction de sa requête. Et donc ça, c'est ce qui désigne par l'information contenue dans le PCB qu'on appelle l'état. Ensuite, il peut y avoir aussi cette notion de priorité. Donc, dans un système qui gère les processus, donc vous avez à un moment donné, tel que le système Unix, on l'a défini dès le départ en disant que Unix était un système multitâche, multi-utilisateur. Donc, multitâche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs processus qui peuvent s'exécuter en même temps. Sachant qu'on a uniquement un seul processeur, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a qu'un seul processus qui va s'exécuter. Donc, ça, c'est un peu le problème qui se pose d'une manière générale dans toutes les activités. Ce que vous avez, le problème de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que quand vous avez la demande qui est plus grande que l'offre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs demandes qui sont en compétition de la ressource. C'est ce qui est le cas ici. Tu as un système multitâche, ça veut dire que tu as plusieurs processus qui veulent s'exécuter. Et de l'autre côté, tu as un seul processeur. Donc, à qui, la question qui va se poser au système d'exploitation, à qui affecter le processeur pour permettre à un processus de s'exécuter? Dans beaucoup de systèmes, particulièrement les systèmes modernes actuels, utilisent cette notion de priorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le PCB, tu vas affecter un champ qui est une valeur, et cette valeur-là, c'est elle qui va définir la priorité, c'est-à-dire quel est le processus qui est le plus prioritaire qui va s'exécuter en premier. Et donc, Unix, il fonctionne selon ce schéma, c'est-à-dire qu'il affecte une priorité à chaque processus, et bien entendu, à chaque fois quand il veut exécuter un processus, parmi les processus qui sont prêts pour s'exécuter, il va choisir le plus prioritaire. Et donc ça, c'est la politique de gestion des processus au niveau d'Unix. On a aussi, pour chaque processus, on sait qu'un processus, il occupe de l'espace mémoire, parce que si tu veux exécuter un programme, il faut le charger du disque vers la mémoire pour qu'il puisse s'exécuter par la suite. Et donc, quand tu le charges au niveau de la mémoire, ça veut dire qu'il va occuper un espace mémoire. Et donc, cet espace mémoire qui est occupé par le processus, il faudrait que le système d'exploitation veille à ce qu'aucun processus ne puisse modifier l'espace mémoire d'un autre processus sans qu'il soit autorisé. C'est un peu la même philosophie que celle des fichiers, c'est-à-dire que tu as un fichier, il ne faudrait pas qu'un autre utilisateur puisse modifier ton fichier sans que tu lui donnes le droit. Et donc, comment le système il arrive à définir ça? Dans la première des étapes, c'est que chaque processus, il va recueillir les informations sur le processus pour dire à quel espace mémoire il a été chargé. Donc, cette information-là, elle sera stockée dans le PCB, et comme ça, à chaque fois que le processus lui-même, s'il veut accéder à une zone en dehors de la zone qui est définie de PCB, il va voir est-ce qu'il a le droit d'accès ou pas. Sinon, quand c'est la zone elle est à l'intérieur, il n'y a aucun problème, il peut faire tout ce qu'il veut par rapport à son programme. Et il a aussi des informations sur les fichiers ouverts, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le processus ouvre un fichier, automatiquement, il y a ce qu'on appelle des descripteurs de ces fichiers-là qui indiquent le nom de fichier ainsi que la position de fichier. Par exemple, à un moment donné, tu as ouvert un fichier, tu lis une information, automatiquement, le descripteur il va décrire à quelle position tu as lu et tu es arrivé. Quand tu vas faire
la prochaine lecture, il sait que tu ne vas pas lire à partir du début. Tu as déjà lu une partie, donc tu vas lire la partie suivante et ainsi de suite. Donc ces descripteurs aident pour la manipulation des fichiers. Pour cela, il y a ce qu'on appelle les descripteurs de fichiers qui sont ouverts. Et donc, point qui veut dire bien d'autres informations. Et donc ça, c'est la liste exhaustive. En général, elle dépend du système d'exploitation lui-même. Et donc, chaque système d'exploitation, il a une liste bien précise qui est faite. Et c'est ce qui fait que les PCB changent d'un système d'exploitation à un autre. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'informations en commun entre tous les PCB des systèmes différents, mais il y a des particularités. Chaque système a ses particularités. On verra par la suite pour Unix quels sont les champs qui sont utilisés dans ce système. Alors, toujours avec cette notion de processus. Donc, on avait dit que le processus, c'était quoi? Ce n'est autre que un programme qui est en exécution. Moralité, c'est que je peux avoir plusieurs processus qui sont issus du même programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, je peux demander au système d'exploitation de lancer l'exécution du même programme plusieurs fois. Donc, il peut le faire. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que je vais avoir plusieurs processus qui sont différents et que je peux facilement distinguer les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'à chaque processus, j'ai le PCB et donc automatiquement, j'ai l'information sur ce processus et donc il n'y a pas de confusion entre les différents processus. Y compris pour cette histoire de nom, puisque le système d'exploitation, c'est lui qui donne le nom au processus. Alors, en général, sous Unix, d'une manière pratique, qu'est-ce qu'il fait le système? Souvent, il maintient un compteur. Donc, à l'origine, ce compteur, il est à 0. Et dès qu'il crée le processus, le premier processus, il lui donne la valeur 0. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute 1 à ce compteur. Et donc, automatiquement, à chaque création de processus, il lui affecte la valeur du compteur et il augmente le compteur de 1. Donc, moralité, les différentes valeurs du compteur, elles sont toutes différentes. Du coup, les noms des processus sont tous différents. Et donc, ça permettra au système d'exploitation de distinguer les différents processus. Et c'est comme ça qu'on arrive facilement à avoir plusieurs processus qui sont issus d'un même programme. Et c'est ce que vous faites en général dans la manipulation au niveau de vos machines. Vous pouvez lancer un éditeur avec, qui va ouvrir un fichier F1 et vous pouvez lancer le même éditeur qui va ouvrir un fichier avec le nom F2, etc. Et ça vous permettra d'avoir le même éditeur qui est ouvert 2 fois, mais avec des données qui sont différentes, et donc vous pouvez les exécuter d'une manière différente. La même chose se passe quand on fait de la navigation sur Internet. On peut lancer plusieurs copies du navigateur, et donc on aurait plusieurs fenêtres au niveau de notre machine, et ça nous permet de faire des navigations sur Internet sans aucune confusion entre les différentes copies. Pourquoi? Parce que chaque copie, elle a ses informations dictées par son PCB. Alors, je reviens concernant les processus. Et donc, au niveau d'Unix, rappelez-vous, quand on avait présenté notre système d'exploitation Unix, on avait parlé de l'interpréteur de commande. Ça, c'était un peu le diagramme d'exécution de l'interpréteur de commande. Vous remarquez qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a une commande, on l'exécute, ensuite on va la lire, on va l'analyser, ensuite on voit si c'est une commande interne ou une commande externe, tout dépend du cas. On va soit l'exécuter directement, si c'est une commande externe, automatiquement on est obligé de charger son code en mémoire parce qu'il n'a pas été chargé au départ, et on va l'exécuter. Et par la suite, regardez ce qui se passe. Donc, tous les trucs convergent vers la même destination, c'est-à-dire qu'on va reboucler pour exécuter la commande suivante. Donc, moralité, la commande suivante, vous ne pouvez l'exécuter que si vous avez terminé la commande en cours. Donc, ça, c'est le principe d'Unix qui consiste à dire que vous avez une boucle potentiellement infinie. Vous commencez par la lecture d'une commande, l'analyse, son analyse et son exécution. Une fois que vous terminez, vous revenez au point de départ pour exécuter la suite. Et ça continue d'une manière cyclique pour l'exécution des commandes. Le problème qui se pose en pratique, pardon,
Donc, le problème qui se pose en pratique, c'est quoi? C'est que des fois, on a un programme qui va s'exécuter, sauf que ce programme qui s'exécute, il est assez, je dirais, assez lent. Ça veut dire qu'il prend plus de temps. Et donc, plus le programme il est lent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lancez ce programme, d'après le schéma d'exécution classique, vous n'avez aucune possibilité. La seule possibilité que vous aurez, c'est quoi? C'est de se mettre en attente. Vous attendez que la commande se termine pour pouvoir faire autre chose. Le système d'exploitation, il a prévu ce cas de figure. Et donc, on parle de cette notion de mettre un processus en tâche de fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas mettre ton processus en exécution en arrière-plan et bien entendu, tu donnes la main à l'utilisateur pour qu'il puisse exécuter autre chose. Et ça, ce mécanisme, il a été ajouté dans l'interpréteur de commande pour permettre à l'utilisateur de lancer une tâche et parallèlement, il peut lancer une autre tâche. Parce que dans le schéma classique, on l'a vu d'après le diagramme, il ne peut pas lancer plusieurs tâches directement. Donc, ce qu'il fait, donc il lance une commande, il attend sa fin, et ensuite, l'interpréteur lui donne la main, et il peut continuer, ainsi de suite. Donc ici, ça vous donne le moyen comment lancer une tâche en arrière-plan. Donc l'idée, c'est quoi? C'est juste quand vous écrivez la commande, vous écrivez votre commande. Par exemple, ici, c'est l'exemple de lancer la compilation d'un programme. Et ce programme qui est assez gros, quand vous avez des projets, par exemple, qui sont assez gros, automatiquement, ça nécessite un certain temps pour réaliser la compilation. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire suivre la commande avec le caractère exa ou ce qu'on appelle le caractère, le et commercial, comme on l'appelle communément. Donc, dès que vous mettez ça, automatiquement, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il va lancer en arrière-plan et il va vous donner la main pour que vous puissiez faire autre chose en parallèle. Donc ça, c'est un élément qui a été rajouté dans le système pour permettre de lancer une tâche sans pour autant l'attendre. Vous pouvez encore entamer une nouvelle tâche qui va s'exécuter. Vous allez me dire comment je vais faire une autre tâche alors que la première ne s'est pas terminée. Je rappelle que le système Unix, il est multitâche, c'est-à-dire qu'il supporte plusieurs processus. Alors maintenant, comment il va les exécuter? C'est grâce à sa stratégie de scheduling, c'est-à-dire qu'il va prendre un programme, un processus, il va lui donner un certain temps, il s'exécute, ensuite il va basculer sur le deuxième, sur le troisième, et ainsi de suite. Et donc, par la suite, Unix est connu comme étant un système à temps partagé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va partager le temps CPU entre les différents processus qui existent dans le système. Alors, quand vous lancez un programme, il y a aussi des possibilités qui permettent de faire une certaine action. C'est si vous lancez le programme, avant qu'il termine, vous mettez CTRL-Z. Donc, CTRL-Z, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va suspendre le processus. Ça veut dire qu'elle va bloquer votre processus. Alors, par la suite, vous pouvez reprendre, par exemple, votre processus, mais en arrière-plan. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre la commande qu'on appelle BG. BG, c'est quoi? C'est, à vrai dire, l'acronyme de background. Donc, background, c'est l'arrière-plan. Et donc là, ça permettra de lancer votre processus en arrière-plan. Donc, le CTRL-Z, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est interprété par le shell. Donc, dès que vous lancez, toutes les commandes que vous lancez à partir du clavier, en général, elles sont récupérées par votre shell. Donc, lui, il va l'interpréter pour dire quoi? CTRL-Z, ça ne permet pas de mettre fin au processus. Ça permettra juste de suspendre l'exécution du programme et de le laisser. Par la suite, vous avez la possibilité de reprendre votre programme et il pourra continuer. C'est-à-dire qu'à partir de cet état-là qu'on appelle l'état suspendu, vous pouvez le mettre en premier plan.
c'est-à-dire qu'il est en interface directe avec l'utilisateur grâce à la commande, donc un peu l'inverse de tout à l'heure qui était BG, le background. Là, vous aurez le FG qui est ce qu'on appelle le foreground. Le foreground, c'est le premier plan. Et donc, automatiquement, ça vous permettra de réaliser cette opération et qui peut être en foreground, donc en premier plan, comme il peut être en arrière-plan avec background. Donc, vous avez les deux possibilités, c'est des fonctionnalités qui vous permettent de le faire. Donc, en résumé, quand vous avez un programme qui tourne en premier plan, donc vous pouvez le suspendre grâce à CTRL-Z. Par contre, CTRL-C, il va arrêter le programme. Donc, le CTRL-C, c'est un outil qui est utilisé pour mettre fin au programme. Alors, le programme, quand il est suspendu, vous pouvez le mettre en premier plan, comme vous pouvez le mettre en arrière-plan en utilisant la commande soit foreground, FG, ou bien le background avec BG. Quand le programme il tourne en arrière-plan, vous pouvez toujours le remettre en premier plan grâce à FG. Donc ça, c'est cette notion qui existe sous Unix de background et de foreground, c'est-à-dire que c'est les processus qui sont en avant-plan et les processus qui peuvent être en arrière-plan. Alors en général, les processus qui sont en arrière-plan, ce sont les processus qui ne sont pas interactifs. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas une information directe par rapport à l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'on les met en arrière-plan. Et c'est un peu le cas de tous les processus du système d'exploitation qui n'interagissent pas avec l'utilisateur. En général, ils sont mis en arrière-plan et ils s'exécutent sans que l'utilisateur ne puisse s'en apercevoir. Et donc, vous pouvez voir ces informations qui sont liées à ces processus, et ces processus qui s'exécutent, que ce soit en avant-plan ou en arrière-plan, grâce à une commande qui a été introduite. Et donc, cette commande, elle va vous donner tous les détails liés au processus. Entre autres, elle vous donne le PID, c'est-à-dire le nom du processus. Donc, quand vous affichez les détails de l'information sur le processus, à vrai dire, cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Mais tout simplement, elle va accéder au PCB du processus, elle récupère toutes les informations, elle va vous afficher ces informations à l'écran. C'est ce qui se passe. Parmi ces informations-là, vous avez le PID qui est le nom du processus. J'avais dit que ça, c'était un numéro. Vous avez aussi l'identificateur de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que chaque utilisateur est aussi, c'est vrai que chaque utilisateur, il a son nom de login et il a son password, et automatiquement, le système lui associe un UID, c'est-à-dire le User Identifier, qui est un numéro qui permet de l'identifier aussi d'une manière unique. Là aussi, c'est la même technique, c'est qu'à chaque fois que vous créez un compte utilisateur, vous lui donnez un numéro et vous augmentez de 1, donc par la suite, à chaque création de, de compte, vous avez un nouveau numéro. Donc, on peut se poser la question pour dire, tiens, il y a le UID de l'utilisateur dans le processus. Pourquoi qu'on a mis ça? Pourquoi on a mis ça? Il faut faire un peu les liens avec ce qu'on a vu déjà dans le chapitre précédent, la gestion des fichiers. Donc, dans la gestion des fichiers, vous avez cette notion de propriétaire. Et donc, automatiquement, cette notion de propriétaire, elle va vous indiquer, à un moment donné, si le processus veut accéder à un fichier. On va savoir, est-ce que ce processus, il appartient à l'utilisateur. Donc, s'il appartient à l'utilisateur, donc automatiquement, il a les droits du propriétaire. Et donc, ça lui permettra de faire les actions ou les accès qui sont fixés par les droits d'accès pour le propriétaire. Et d'une manière aussi similaire, vous avez aussi dans le PCB le GID. Le GID, c'est l'identifiant du groupe auquel il appartient à l'utilisateur. Et ça permettra automatiquement, lors de l'accès au fichier, de savoir est-ce qu'il a les droits. Donc, si le fichier n'est pas sa propriété, donc, mais la propriété d'un autre utilisateur, il va voir que est-ce que
le groupe auquel appartient l'utilisateur a ses droits fournis, donc ce qui lui permettra de réaliser les actions en conséquence. Parce qu'à un moment donné, toutes les actions de fichiers se font grâce à un processus. Donc ce processus-là, il faudrait voir quel est son lien avec le propriétaire et quel est son lien avec le groupe. Et donc, éventuellement, ça permettra de savoir est-ce qu'il peut obtenir ou pas les droits d'accès. Tout dépend s'il est le propriétaire ou bien s'il appartient au groupe en question. Et donc, c'est comme ça qu'on fait le lien entre déjà ces deux parties, gestion des fichiers et gestion des processus. On peut trouver aussi d'autres informations. Donc, parmi les informations, vous avez la durée de traitement utilisée, c'est-à-dire le temps CPU qui a été consommé par l'utilisateur. Alors, on peut se demander pourquoi on a cette information. Parce que tout simplement, sous Unix, chaque processus, quand il exécute, il va consommer du temps CPU. Mais il ne faut pas avoir l'idée à l'esprit que les choses, je dirais, sont gratuites. On va dire, chaque chose a son prix. Et donc, quand vous utilisez la machine, vous allez occuper le CPU pendant un certain temps. Comme ils le disent bien les Anglais, time is money, ça veut dire que rien n'est gratuit. On va dire, tout est payant. Même chez vous, quand vous utilisez votre machine, ça vous paraît que c'est gratuit. On va dire que ce n'est pas gratuit. Parce que tout ce qui est technologie, particulièrement l'informatique, elle est tributaire de l'énergie, donc particulièrement l'énergie électrique. Cette énergie électrique n'est pas gratuite. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes en train de travailler, vous avez de l'énergie que vous êtes en train de consommer et cette énergie, elle n'est pas gratuite. Quelqu'un pourrait dire, tiens, ouais, moi j'ai un portable qui a sa batterie. Je vous rappelle que cette batterie, elle s'épuise et périodiquement, vous êtes obligé de l'alimenter pour charger votre batterie. Et donc, le temps de charger la batterie, c'est un temps que vous consommez de l'énergie électrique. Et du coup, tout est payant, à vrai dire, rien n'est gratuit. Donc, le système d'exploitation, il prend en charge cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tous les usages des machines, il y a une facture, à vrai dire, qui va être fournie en conséquence. Même si chez vous ou bien à l'université, ce mode n'est pas encore pratique, mais on va dire, dans beaucoup d'universités étrangères, ce mode, il est facturé. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous vous inscrivez dans une université, en général, les inscriptions ne sont pas gratuites. Les inscriptions sont payantes et lourdement, je dirais, payées. Et ça inclut quoi? Ça inclut toute l'énergie que vous consommez, tous les temps d'usage des machines que vous utilisez. Et c'est pour cette raison que dans beaucoup d'universités étrangères, quand vous êtes inscrit dans un certain nombre de modules, automatiquement, vous avez droit à des séances de TP. Donc, au niveau des séances de TP, ce qui est fait, automatiquement, on vous crée votre compte pour TP1, pour TP2, TP3. Et en général, chaque TP, il a un volume horaire. Donc, automatiquement, on vous crée votre TP avec un certain volume horaire. Et donc, ce volume horaire, à chaque fois que vos processus vont s'exécuter, ben, on va comptabiliser ça et on va le décrémenter de votre temps horaire global. Et automatiquement, ce qui se passe pour les TP, vous travaillez, quand vous consommez votre temps, je dirais, qui est donné, automatiquement, ce qui va se passer, votre compte sera verrouillé. Pourquoi? Parce que c'est l'équivalent que vous avez eu pour votre argent, ça veut dire que vous avez payé les frais d'inscription et d'études. Pour le TP, on l'évalue à 20 heures ou à 10 heures. Quand vous consommez les 10 heures, automatiquement, votre compte sera verrouillé. Ça veut dire que vous ne pourrez plus faire votre TP. Le TP est considéré comme une séance d'examination, etc. On vous donne le temps de réaliser votre TP. Une fois que le temps est terminé, c'est comme la copie. Le temps de l'examen est terminé, vous remettez votre copie. Donc là, pour le TP, automatiquement, dès qu'on achève le temps, votre compte est verrouillé, ce qui permettra à l'enseignant de corriger
l'état du TP qui a été réalisé pendant la période. Et ça permettra de montrer par la suite la performance de chaque étudiant, qu'est-ce qu'il est capable de faire pendant un certain temps dans le cadre du TP. Et donc, Unix, il a pris en charge cette philosophie pour dire que chaque processus qui consomme du temps CPU, etc., et l'espace mémoire, etc., tout ça est comptabilisé pour, par la suite, être utilisé dans d'autres fonctionnalités. En général, ce sont les fonctionnalités de comptabilité. Et d'ailleurs, cette notion-là, c'est vrai qu'à un moment donné, elle a disparu, mais dans les derniers temps, elle revient avec force. Pourquoi elle revient avec force? Parce que maintenant, la technologie, elle a évolué, et souvent maintenant, quand on veut faire des applications assez sérieuses, avec une machine seule, on ne peut pas le faire. Et vous avez besoin de plusieurs machines, de plusieurs espaces de stockage, aussi bien sur disque que en mémoire. Et il y a eu cette notion nouvelle qui existe maintenant, que vous pouvez jeter un coup d'œil sur Internet, ce qu'on appelle le cloud computing. C'est ce qu'on appelle le nuage de calcul. Donc le cloud, c'est quoi? C'est un ensemble de machines puissantes. Pour pouvoir travailler, c'est tout simplement, vous devez louer du temps pour travailler sur ces machines. Et donc ça revient avec cette notion justement de temps de calcul, etc. Et donc, vous pouvez louer au niveau des fournisseurs de services qui offrent des services de cloud. Donc ça, c'est de plus en plus. Il y a des clouds qui se mettent en place et qui permettent d'avoir une grande puissance de calcul. Pourquoi? Parce que les applications récentes, etc., de plus en plus ont besoin d'espace de stockage et besoin de, je dirais, de puissance de calcul. Comment? Avec une seule machine, on ne peut pas l'avoir. C'est grâce au cloud qu'on peut avoir ceci. Et donc, dans le PCB, cette information, elle est très utile, ce qui permettra par la suite de pouvoir comptabiliser le temps de calcul ou le temps d'usage d'un cloud. Alors, on a aussi, dans le PCB, vous avez la référence au répertoire de travail courant, donc ce qui permettra de vous localiser à chaque fois dans le répertoire courant. Vous pouvez vous demander pourquoi on a ça. Ça, c'est quelque chose qui est très utile. Pourquoi? Pour un moment donné, quand vous vous trouvez dans un répertoire courant, donc en faisant le lien avec ce qu'on a dit dans le chapitre précédent, rappelez-vous, un fichier, il a deux chemins d'accès. Vous avez le chemin absolu, qui commence à partir de la racine, ou bien vous avez le chemin relatif. Donc, quand vous dites le chemin relatif, c'est en général par rapport au répertoire courant. Donc, le répertoire courant, à tout moment, quand vous désignez un fichier, là, grâce à cette information, on sait où est-ce qu'on se trouve. Et donc, automatiquement, quand vous indiquez, par exemple, le chemin point, c'est quoi? C'est par rapport au répertoire courant. Comment on a cette information? Grâce au PCB, on a cette information qui désigne l'endroit où on se trouve et à partir de là, on peut l'utiliser. Et donc, ça vous permettra de désigner, par exemple, des fichiers qui se trouvent dans ce répertoire courant directement par leur nom. Et donc, le système de fichiers en général, quand vous lui dites, par exemple, ouvrez-moi ce fichier, vous donnez le nom de fichier, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va chercher dans le répertoire courant, c'est ce qu'il fait. Et donc, comment il va chercher dans le répertoire courant? Grâce à cette information. Pourquoi on a cette information? Parce que d'un processus à un autre, chaque processus, il a son répertoire courant. Et donc, automatiquement, le système, quand il bascule d'un répertoire, d'un processus à un autre, il faudrait savoir pour chaque processus quel est le répertoire courant. Et donc, ce qui lui permettra de travailler en conséquence. Et donc, ça, c'est pour les informations qui se trouvent dans le PCB. Et bien entendu, la table des références des fichiers qui sont ouverts. Pourquoi? Parce qu'un processus peut ouvrir plusieurs fichiers et chaque fichier, à vrai dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez le descripteur qui permet d'indiquer le fichier et la position dans laquelle on se trouve dans le fichier. Parce qu'à un moment donné, imaginez que vous êtes en train de lire, vous avez lu un certain nombre d'informations, vous demandez à lire l'information suivante. Donc, grâce au descripteur, on sait quelle est la position de l'information suivante. La même chose, quand vous êtes en train d'écrire sur le fichier, on sait à quelle position vous vous trouvez. Quand vous lui dites écrire, il ne va pas écraser l'information précédente, mais il va passer à une information suivante. Et donc, c'est ce qui permettra de garder la cohérence du fichier en question. Et donc, de la sorte,
on a un ensemble d'informations qui vont permettre au système de pouvoir gérer le processus et de continuer son exécution de la manière la plus appropriée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion ni risque de perte de l'information, puisqu'on avait toutes les informations nécessaires. Vous avez vu pour un fichier, par exemple, on sait quel est l'UID, c'est-à-dire quel est le propriétaire, et du coup, on sait quels sont les droits du propriétaire grâce à ce fichier. Au même titre, si il n'est pas propriétaire, mais il appartient au groupe, on sait s'il appartient au groupe en faisant la comparaison entre le groupe qui se trouve dans les propriétés de fichiers et dans le PCB, et s'il y a concordance automatiquement, on lui affecte les droits automatiquement, et donc il peut utiliser le fichier d'une manière automatique. Et on avait aussi le répertoire courant dans lequel il se trouve le processus pour l'exécution des différentes commandes, et ainsi de suite. Et donc, le temps consommé, la priorité, etc. Donc, vous avez une idée globale sur le processus, et c'est ce qui confirme un peu tout à l'heure quand j'ai dit au niveau de la définition, un processus, c'est quoi? C'est un programme en exécution. C'est-à-dire que quand le programme est en exécution, c'est qu'il utilise plusieurs ressources, et donc il faut savoir quelles sont toutes ces ressources qui sont en cours d'utilisation. Grâce au PCB, vous avez vu que vous avez toutes les informations nécessaires pour l'exécution de votre processus. Donc, d'après cette structure, on a vu que le processus permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble des ressources qui sont occupées par le processus, et donc, y compris les droits, je dirais, d'accès de ce processus à travers cette information qui est l'UID et le GID. Et on a vu ces informations, elles étaient utilisées dans les droits d'accès des fichiers. Donc, d'une manière transitive, vous avez l'usage de ces informations pour les besoins de l'exécution d'un processus. Alors, bien entendu, pour voir ces informations-là concernant les fichiers, les processus, vous avez par exemple, tout à l'heure, en faisant le lien, on a lancé un processus qui est en arrière-plan. Et comme le processus n'est pas interactif, on peut savoir, entre autres, sur ce processus, quel est son état et à quel niveau il se trouve au niveau de son exécution. Donc, grâce à cette commande qui s'appelle PS, donc PS qui veut dire Process Status, donc qui vous donne l'état des processus, c'est-à-dire tous les processus qui sont en train, tout dépend des, je dirais, ce que vous mettez comme options. On verra ça au niveau des options qui sont utilisées. Donc ici, regardez ce que j'ai. J'ai mis PS. Alors, il va vous afficher sous cette forme-là, donc par défaut, le PID. Le TT, c'est quoi? C'est ce qui veut dire Terminal Type. Donc, historiquement, je rappelle que pour Unix, quand il a été créé comme étant un système à temps partagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une machine et vous avez plusieurs terminaux qui sont connectés à cette machine. Et à partir de ces différents terminaux, on va exécuter des programmes. Et donc, de cette manière-là, implicitement, le système, ce qu'il a fait, c'est, par défaut, vous avez chaque processus qui peut être affecté à un terminal. Et donc là, vous voyez par exemple, ça là, c'est la session d'un utilisateur qui est en train d'utiliser la machine. Et son terminal, il est dénommé P9, qui pour dire c'est le poste 9, c'est-à-dire vous avez plusieurs postes qui sont connectés. Et donc dans ce cas précis, vous avez le poste 9 qui est connecté et dans lequel ce que vous avez regardé, vous avez le PID, donc qui donne le numéro du processus, le terminal auquel il est connecté, state qui veut dire l'état, donc l'état dans Unix, vous avez un certain nombre d'états qu'on verra par la suite en détail, S qui veut dire sleeping, il est endormi. Donc ici, le temps CPU consommé, c'est 0.
et vous avez la commande qui a lancé ce processus, à savoir, c'est une commande qui est relative à l'interpréteur de commande. Vous avez un deuxième processus, c'était par rapport à tout à l'heure. C'est le processus qu'on appelle lié à, rappelez-vous tout à l'heure, c'est pour faire le lien par rapport à tout à l'heure, on avait lancé la compilation du fichier de gros programmes, etc. Donc, qui nécessite du temps et qui tournait en arrière-plan. Donc, vous voyez ici, il est en train de consommer un temps, il a déjà consommé un certain temps CPU. Et vous avez aussi ce qui vous affiche, il vous affiche aussi, regardez, PS. PS n'est autre que la commande qu'on vient de lancer. Et donc, parce que cette commande, c'est quoi? C'est aussi un processus qui va s'exécuter. Donc, on veut réaliser un certain travail, automatiquement, vous êtes obligé de lancer une commande. Et donc, sauf que ici, vous regardez, dans son état, c'est R. Alors, ce R qui veut dire running, donc c'est lui qui était en exécution en dernier lieu. Et donc, sauf que son temps, il est très, très fin. Donc, c'est moins d'1 minute. C'est pour ça qu'on met 0. Pourquoi? Parce que le temps, il est très petit par rapport aux minutes. Alors, pour ces processus, donc on rappelle, le PID, c'était le numéro du processus. Le terminal, c'est le terminal dans lequel est lancé le processus. Alors, vous pouvez trouver dans le terminal soit un numéro ou un nom, comme vous pouvez trouver un point d'interrogation. Donc, le point d'interrogation qui veut dire tout simplement que le processus n'est lié à aucun terminal. Ça, c'est ce qui est le cas des processus système, ce qu'on appelle les démons. Et ce sont des processus qui s'exécutent en arrière-plan et qui sont liés à aucun processus. Donc, dans le terminal type, vous trouvez le point d'interrogation. Alors, pour l'état, j'avais dit tout à l'heure, l'état, vous pouvez avoir un certain nombre d'états qui sont indiqués sous Unix, parmi lesquels on a vu R qui veut dire running actif, c'est-à-dire celui qui est en exécution. Alors, dans Unix, il fait la distinction entre les processus qui s'exécutent et les processus qui ne s'exécutent pas. Donc, S, qui veut dire sleeping, c'est un processus qui ne s'est pas activé depuis moins de 20 secondes. Parce qu'il fait la différence entre les processus, pour dire les processus qui sont restés beaucoup en attente et les processus qui sont restés en attente, mais avec une période qui est assez courte. Donc, assez courte, c'est par rapport à S, qui veut dire sleeping, qui n'a pas été activé depuis moins de 20 secondes. I, qui veut dire either. Et donc, ça, ce sont les processus qui n'ont pas été activés de plus pour une durée qui dépasse les 20 secondes. Alors, T, qui veut dire arrêter, et à vrai dire, arrêter dans le sens suspendu, hein, pas arrêter, pas l'arrêt global. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure quand on mettait, par exemple, le CTRL Z, qui permet de suspendre le processus. Donc, le T qui veut dire à partir de interrupted, c'est-à-dire qu'il a été interrompu, arrêté momentanément, et donc il a cette... Et vous trouvez le Z qui veut dire zombie, c'est quoi? Rappelez-vous, on avait dit que la durée de vie d'un processus, elle commence à partir de sa création jusqu'à sa terminaison. Donc la terminaison, c'est l'état zombie, c'est-à-dire que le processus, on le met dans cet état pour dire qu'il est terminé. Alors, quelqu'un pourrait dire, tiens, pourquoi qu'on a pris en considération cet état zombie qui est arrêté? Ben, arrêter, ça nous permet d'avoir des informations pour savoir le processus, quand est-ce qu'il a été créé et quand est-ce qu'il a été terminé. Et ça, c'est une information qui est utile. Pourquoi? Parce que par la suite, et c'est ce que vous trouvez maintenant dans beaucoup d'applications réelles, courantes, par exemple, vous cherchez dans les réseaux sociaux ou autres, une personne, grâce à cette information-là, le système vous répond pour lui dire vu dernièrement à telle date. Ça, c'est quoi? C'est, à vrai dire, la dernière session dans laquelle il a été connecté. Et donc, grâce à cet état-là, qui a permis de récupérer l'information pour dire qu'il a été connecté à telle date, à telle heure, et donc on sait que c'est la dernière date
dans laquelle il a pu se connecter au système. Et donc, Unix garde cette information, ce qui permet d'avoir l'historique de l'information. Vous avez aussi le time, donc c'est ce que j'ai dit, c'est le temps machine utilisé par le programme. Donc, ça, c'est ce qui vous donne exactement l'exemple de tout à l'heure au niveau des TP pour dire quel est le temps qui a été utilisé pour les sessions. Donc là, chaque TP, on considère que ça nécessite des sessions de 1 heure ou 1h30 x 10 ou x 20, donc ce qui donne le volume global et ça permettra de faire la comptabilité automatique. Donc ça, c'est pour les caractéristiques que peut nous donner PS. Alors, j'avais dit que PS, il peut avoir différentes options d'usage de la commande. Donc, vous avez la première option, c'est A. Ça veut dire que vous pouvez mettre PS-A. Donc, vous donnez l'option A. A qui veut dire all. Donc, ça permettra de vous donner la liste des processus, même des processus qui ne sont pas vos processus, c'est-à-dire vous n'êtes pas propriétaire de ces processus. Donc, dans Unix, ça a été utilisé à un moment donné quand tu veux voir, par exemple, sur le même système Unix, est-ce que il y a une personne qui est connectée ou pas. Donc, dès que tu mets PS-A, si cette personne est connectée, automatiquement, tu vas avoir sa session qui va apparaître et donc tu sauras qu'il est connecté. Donc, c'est un peu la technique qui est utilisée aussi maintenant dans les réseaux sociaux et toutes les applications, je dirais, de collaboration. Vous pouvez savoir à tout moment est-ce que quelqu'un est connecté ou pas. On va dire c'est grâce à cette information qui permet de collecter les données des processus et donc entre autres les autres processus qui appartiennent à d'autres personnes. Donc s'ils sont connectés, vous avez l'information et ça permettra de vous donner cette information. Vous pouvez avoir l'information uniquement pour des processus qui vous appartiennent. Et donc là, vous mettez l'option G. Donc, l'option G, ça vous donne tous les processus dont vous êtes propriétaire, c'est-à-dire les processus qui sont en rapport avec vous. Vous avez aussi, à un moment donné, vous voulez avoir des informations sur un utilisateur particulier pour voir quels sont les processus qui sont en train de tourner pour chaque processus. Alors, en général, ça, c'est quelque chose qui est utile particulièrement pour l'administrateur, à un moment donné, s'il voit que la machine elle est un peu lourde, etc., ça lui permettra de savoir qui est en train d'utiliser beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire, beaucoup de bandes passantes, etc., etc. Et donc, il peut avoir un œil sur les différents utilisateurs pour savoir qui fait quoi. Et donc, ça lui permettra d'intervenir le cas échéant. Alors, on peut avoir aussi les informations des processus que j'avais dit. Parmi les processus, vous avez des processus qui ne sont pas liés à un terminal. Donc, les processus qui tournent en arrière-plan, particulièrement les processus système. Et donc, l'option, c'est -X, donc qui permet de donner la liste de tous ces processus qui tournent et qui ne sont pas liés à un terminal donné. En général, vous pouvez avoir cette combinaison PS-AGUX. Et donc, pour l'administrateur, ça lui donne tous les processus et donc il a une vision globale concernant le déroulement des différents processus. Alors, ce que vous pouvez avoir comme autre outil, vous avez effectivement PS, c'est une commande, mais c'est une commande qui est instantanée. C'est-à-dire, au temps où vous lancez cette commande, elle va vous donner les informations. Mais après ce temps-là, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, si vous voulez avoir une idée en permanence sur ce qui se passe, il y a eu une commande qui fait les choses dans ce sens. C'est ce qu'on appelle la commande top. Donc, top, c'est la commande qui permet d'afficher d'une manière dynamique. Ça veut dire quoi? Elle va vous afficher une fenêtre dans laquelle il y a tous les processus. Et bien entendu, il va y avoir, vous allez voir visuellement le changement des paramètres, c'est-à-dire à chaque fois qu'un processus il change d'état ou bien il consomme de temps CPU supplémentaire, etc., vous voyez les modifications sur la fenêtre en temps réel. Et donc ça, c'est ce qui permet
de suivre l'évolution des processus d'une manière continue. Et donc, voici la fenêtre, à quoi elle ressemble. Elle ressemble à cette forme-là. Donc, vous voyez que vous avez les informations sur le PID, sur l'utilisateur, sur la priorité. Nice, ça c'est un truc, un paramètre lié à la priorité. La taille occupée et toutes les informations, particulièrement une information qui peut intéresser l'administrateur souvent, c'est cette taux CPU et taux mémoire pour dire quel est le processus qui est en train de consommer beaucoup de temps CPU, d'occuper beaucoup d'espace. Et vous avez le temps qui est donné en termes de durée, ainsi que la commande qui permet de le faire. Et en permanence, vous voyez que cette figure, elle change en permanence en fonction de l'état, du changement d'état des différents processus. Alors, ça c'est dans la version Unix natif, donc vous avez top. Comme vous pouvez voir, l'équivalent sous KDE, puisque c'est l'environnement graphique que vous utilisez. Donc, dans l'environnement graphique, l'application, elle s'appelle, ou la commande s'appelle KTOP. Donc, K pour dire l'environnement KDE, et top, c'est pour cette information. Donc, vous pouvez toujours lancer ça sur KDE, ça vous permettra d'avoir une idée sur ce qui se passe au niveau de votre machine. Alors, parfois, on a besoin de mettre fin à un processus quand il tourne, ou bien on a l'impression qu'il est en train de boucler. Donc, un moyen de le faire, c'est avec des touches de raccourci. Les touches de raccourci, c'est quoi? C'est quand on met chapeau C, ça veut dire CTRL-C ou bien CTRL-D. Donc, les deux fonctionnent. Et l'utilité des deux, c'est quoi? C'est de mettre fin à un processus. C'est-à-dire que lancer un processus, c'est d'appeler le nom de fichier exécutable par l'intermédiaire, ce qui permettra de créer un processus. L'opération inverse, c'est de mettre fin. Donc, vous pouvez mettre fin grâce à CTRL-C ou bien CTRL-D. Parfois, vous mettez CTRL-C et CTRL-D, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des cas un peu particuliers où le processus est en train de boucler. Donc, ces deux trucs ne marchent pas. Donc, pour cela, on utilise une commande qui est faite dans ce sens pour faire appel au système d'exploitation pour lui dire, tiens, il faut mettre fin à ce processus. Ben, si vous voulez mettre fin à ce processus, il y a plusieurs processus en mémoire, il faut le désigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes kill suivi du nom du processus, c'est-à-dire son PID. Alors, comment on va faire les choses? Ben, tout simplement, vous allez localiser les choses, vous mettez un PS, donc vous voyez le processus que vous voulez mettre fin, et juste après, regardez, par exemple, c'est ce processus qui prend du temps, il n'arrive pas à se terminer, celui de la compilation. Donc, je mets kill 4782, donc c'est son numéro qui est ici, automatiquement, il va disparaître par la suite. Donc, pour s'en rendre compte, ben, tout simplement, remettez un autre PS et vous allez voir qu'il disparaît de la liste. Ça veut dire qu'effectivement, la mise de fin de processus a été réussie. Et donc, automatiquement, il n'apparaît plus dans la liste de PS. Pourquoi? Parce que vous l'avez effectivement éliminé. Parfois, dans des cas un peu plus complexes, où le processus, l'état de processus fait qu'on n'arrive pas à le tuer, il y a un mode qui est un peu, je dirais, prioritaire. Pourquoi? Parce qu'on utilise un peu quelque chose qui est lié au système d'exploitation, c'est-à-dire les interruptions. Donc, au niveau Unix, il a des interruptions, et ces interruptions peuvent être gérées par ce qu'on appelle des signaux. Donc, parmi les signaux, il y a plusieurs signaux. Donc, il y a ce signal 9. Donc, ce qu'on fait, c'est on met la commande kill suivie de l'option -9. -9, c'est quoi? C'est un signal qui est envoyé vers le processus destinataire et qui permet de lui mettre fin. Et donc, si CTRL-C, CTRL-D ne réussit pas, et y compris kill tout court ne fonctionne pas, il y a un autre procédé qui est sûr et qui marche à tous les coups. C'est kill -9 et le nom du processus. Donc, automatiquement, il va mettre fin à ce processus. Naturellement, pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas, parce que dans la liste des processus, vous pouvez obtenir la liste de tous les processus.
Et donc, vous ne pouvez pas mettre fin à un processus qui ne vous appartient pas. Donc, automatiquement, ces primitifs sont liés au processus dont vous êtes le propriétaire. Alors ça, c'était un tour d'horizon sur cette notion de processus, comment voir les différents processus qui existent et comment connaître l'état des processus à tout moment et comment mettre fin à un processus à un moment donné. Alors, l'équivalent de l'état des processus, c'est sous, par exemple, Windows, qui est l'équivalent, c'est le gestionnaire de tâches. Donc, c'est un peu ça, ce qui existe avec Top et Katop. Donc, c'est ce qui vous donne le gestionnaire de tâches et vous pouvez voir ce qui se passe au niveau de votre machine. Alors, il y a aussi un autre aspect lié à ces processus. Donc, ces processus qui sont lancés pour faire des tâches bien définies. Il s'avère que en informatique, d'une manière générale, l'esprit qui domine un peu l'informatique, c'est la rentabilité. C'est-à-dire, pourquoi on utilise l'informatique? C'est pour tout simplement aller vite. Donc, quand je veux faire un boulot, je vais aller vite. Grâce à la machine, ça me permet d'aller vite. Il y a autre chose aussi qui est utilisée en informatique. Et c'est pour ça que souvent, vous entendez parler de cette caractéristique en disant que les informaticiens sont des feignants. Alors, réellement, les informaticiens, ce ne sont pas des personnes feignantes, mais ce sont des personnes qui ont été, je dirais, entre guillemets, formatées par un certain nombre de critères qui existent. Donc, c'est ce qui existe même dans le système d'exploitation. Donc, dans le système d'exploitation, tu as cette notion de ressource. Donc, quand il y a une ressource qui est disponible, je vais l'utiliser. Et c'est ce qui fait le système d'exploitation. En général, quand il a une ressource, il va l'utiliser. Il ne va pas la dupliquer. Donc, comme on dit, on ne va pas recréer la roue. Donc, il y a quelque chose qui existe, on l'utilise. Et du coup, dans la mentalité des informaticiens, en général, au fur et à mesure qu'on avance en expérience, on voit qu'à chaque fois, quand il y a quelque chose qui existe, on va l'utiliser. D'ailleurs, c'est le même principe qui est utilisé en recherche pour les gens qui auront l'occasion d'être dans le futur, dans le domaine de la recherche. Vous allez voir que dans la recherche, c'est le même principe qui existe. C'est-à-dire qu'il y a une solution qui a été publiée, ben, quelqu'un d'autre, il ne pourra pas la publier. Pourquoi? Parce qu'il peut l'utiliser. Et donc, vous pouvez faire référence à cette information et cette publication, mais vous pouvez l'utiliser pour faire autre chose. Et donc, moralité, ça veut dire que tout ce qui est routine, l'informaticien n'aimerait pas le faire. C'est-à-dire que si tu lui dis, aujourd'hui, tu vas taper les 5 commandes pour faire telle tâche. Demain, tu vas lui dire, tiens, il faut taper les mêmes 5 commandes qu'hier pour faire la même tâche. Et ainsi de suite. Toute personne informaticienne sensée va trouver ça comme étant barbant. C'est quelque chose de perte de temps et c'est un travail de routine, c'est-à-dire c'est un travail par lequel il ne va rien découvrir de nouveau. Donc, il va utiliser des choses qu'il connaît et qu'il a déjà utilisées. Et donc, sous Unix, ils ont pensé à cette, je dirais, à cette démarche et cette réflexion pour dire, tiens, je ne vais pas, je dirais, ennuyer l'utilisateur pour qu'il répète à chaque fois le même travail. Donc, s'il y a un travail qui est bien défini et dont on connaît les résultats, autant le définir une fois et par la suite, on va le réutiliser. Et donc, c'est ce qui a été fait par ce principe de commande qu'on appelle crontal et qui n'est autre que la planification des tâches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais planifier des tâches, ça veut dire que je vais les définir. Mieux encore, quand c'est un travail de routine, donc j'analyse la situation pour dire, par exemple, si je prends le cas des banques, vous savez que la banque, en général, tout dépend de sa dimension, mais maintenant, de nos jours, c'est ce qui se passe pour des raisons de sécurité. Une banque, il y a beaucoup de transactions qui se font. Alors, en général, au niveau de la banque, à midi, pendant que les gens vont aller manger, il y a le break du déjeuner. Ben, ce qui se passe, l'administrateur de ce système, il va faire la sauvegarde de toutes les transactions qui ont été faites la matinée. Ensuite,
en fin de journée, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir automatiquement la sauvegarde de toutes les transactions qui ont été faites l'après-midi. Comme ça, parce que s'il y a un problème qui va surgir, ce qu'on va avoir, on a toujours les sauvegardes. Donc, si une sauvegarde n'a pas encore eu lieu, ce qu'il va y avoir comme perte, c'est la perte des, je dirais, des fonctionnalités qui ont été faites pendant un laps de temps qui est assez réduit, et ça, on peut toujours le récupérer. Et donc, pour assurer la pérennité d'un système. Et du coup, le système de la sorte vous permet d'éviter le travail de routine, mieux encore, de le programmer pendant la journée, pendant la semaine, pendant le mois, etc. Et donc là, cet outil-là, ça vous permet effectivement de faire les tâches d'une manière automatique. Et donc là, quand il y a des tâches qui sont prévues à l'avance et qui sont des tâches de routine, on peut les faire d'une manière automatique pour réaliser, je dirais, un travail automatiquement, donc ce qui va alléger nettement l'utilisateur. Et donc ça, c'est dans cet esprit-là qu'on peut voir cette notion de planification de tâches grâce à la commande crontab. Donc, crontab, c'est un service qui permet d'exécuter les processus ou les tâches. Donc, ces tâches, les quoi? Ce n'est autre qu'un ensemble de commandes ou bien c'est des scripts qu'on verra par la suite. Un script, c'est quoi? Ce n'est autre qu'un fichier qui contient un ensemble de commandes. Et donc, comme son nom l'indique, cron, à vrai dire, c'est quelque chose qui provient de chrono. Donc, c'est toujours les mots grecs qui proviennent de chrono. Et donc là, ça veut dire qu'on vise le temps, le timing, et donc ce qui nous permettra de programmer nos tâches à des périodes bien précises, aussi bien dans la journée, dans la semaine, ou dans le mois, ou dans l'année. Donc, c'est le moyen qui facilite la vie à l'utilisateur et qui lui permet de s'organiser pour réaliser ces tâches qui sont souvent des tâches, j'avais dit, de routine parce qu'elles se font d'une manière périodique. Alors, donc, vous avez le crontab grâce à la commande crontab qui permet de le faire. Alors, en général, cette commande, elle est réservée à root, mais root, pour se décharger parfois du travail, il peut donner le moyen de réaliser ces tâches à des utilisateurs. Comment il le fait? Ben, tout simplement, il a des fichiers qui permettent d'autoriser ou d'interdire l'usage de cette fonctionnalité. Ce sont des fichiers qui se trouvent dans les fichiers suivants, donc dans le répertoire etc/cron.elo. Donc ça, c'est le fichier qui va contenir les noms des utilisateurs qui sont autorisés à utiliser crontab. Et par contre, etc/cron.dn, c'est la liste des utilisateurs qui ne sont pas autorisés à utiliser crontab. Donc ici, je peux avoir crontab holo qui va me donner la liste des utilisateurs qui sont autorisés. Vous pouvez avoir aussi l'effet inverse pour les utilisateurs qui ne sont pas autorisés. Maintenant, comment fonctionne justement cette tâche de planification qui planifie les tâches, qui permet de les lancer à des périodes bien déterminées? Ben, le processus cron, il est en général lancé au démarrage, c'est-à-dire que quand vous lancez votre système d'exploitation, automatiquement, ce processus est lancé automatiquement. Donc, vous pouvez le lancer à la phase d'initialisation. Donc, ça permettra de lancer ce processus. Donc, voici son chemin d'accès pour pouvoir lancer ce processus. Alors, ce processus, comment il va fonctionner? Ce processus, comme c'est indiqué ici, je l'ai mis en gras exprès, ce processus, ben, c'est un processus qui va lire des informations chaque minute. Donc, chaque minute, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir deux fichiers. C'est le fichier /var/spool/cron et le fichier etc/crontab. Alors, effectivement, le /crontab, qu'est-ce qu'il indique? Il indique principalement les tâches qui ont été planifiées préalablement pour dire
Maintenant, il va se déclencher, il est midi par exemple. Il va voir dans le fichier cron /etc/crontab, il va voir est-ce qu'il y a une activité qui est programmée aujourd'hui à midi. Donc si c'est oui, il va l'annoncer. Et donc il va parcourir tout le fichier justement dans ce sens. Et ensuite, il va voir aussi dans le fichier /var/spool/cron. Alors, ce fichier-là, c'est relativement à ce qu'on appelle le fichier spool, qu'on verra par la suite, particulièrement pour la gestion des imprimantes. Donc, dans la gestion des imprimantes, vous pouvez, à un moment donné, lancer l'impression de plusieurs fichiers. Ben, le système, il va vous répondre que votre demande, elle est prise en charge. Mais réellement, elle n'est pas exécutée. Donc, vous pouvez faire le test en TP, par exemple, ou chez vous, lancer plusieurs fichiers. Donc, ce qui va se passer, à un moment donné, il faudrait que l'imprimante soit prête, vous mettez le papier, etc. Et ça commence, l'impression, elle va commencer au fur et à mesure. Quand l'impression se termine, ben, vous allez regarder qu'est-ce qui va se passer. L'impression du premier fichier s'est terminée. Automatiquement, il y a l'impression du fichier suivant qui va s'enclencher. On va dire comment qu'elle s'enclenche, c'est grâce au processus cron qui lui va consulter le fichier spool cron qui permet de lui dire tiens, il y a encore un fichier qui est en suspens, qui est en attente d'impression. Comme l'imprimante elle a terminé le premier, lui il va enclencher le deuxième. Et c'est comme ça que vous avez l'impression des fichiers qui se fait d'une manière automatique sur votre système. Et donc, ce cron, il va effectivement consulter ces fichiers chaque minute. Et donc, on verra par la suite, ça a un impact, parce que comme la consultation se fait chaque minute, vous allez deviner automatiquement qu'on ne peut pas planifier des tâches à des secondes près. Pourquoi? Parce que le processus, il consulte chaque minute. Donc, si vous indiquez ça à des secondes près, lui, il ne peut pas le voir. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir par la suite que quand vous allez programmer, vous allez indiquer les minutes et vous n'allez pas indiquer les secondes. Parce qu'à l'origine, ce processus, il travaille à chaque minute qu'il est lancé. Alors, automatiquement, quand il y a, je dirais, soit une erreur, soit un message à imprimer, donc cron, ça fait partie des messages, ça fait partie des processus qui sont en arrière-plan. Donc, automatiquement, quand il y a un message, il ne va pas l'imprimer à l'écran. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui n'est relié à aucun terminal. Et donc, automatiquement, ce qui est fait, donc s'il y a un message, automatiquement, il va l'imprimer dans ce fichier-là, /var/log/cron. Et donc, automatiquement, ces messages sont redirigés vers ce fichier. Alors, pour le fonctionnement de cron tab, il est basé, à vrai dire, sur le phénomène d'interruption. C'est comme ça que les choses marchent. Comment cron tab est déclenché. À vrai dire qu'on avait dit qu'à chaque minute, cron tab va consulter. Vous pouvez poser la question, vous avez des programmes et des processus qui sont en train de s'exécuter. Comment on arrive à réveiller justement cron? On arrive à le réveiller grâce au mécanisme d'interruption. Donc, je rappelle, le mécanisme d'interruption, c'est quoi? Vous avez un programme qui s'exécute, automatiquement, il y a un signal d'interruption. Ce signal va exécuter ce qu'on appelle une routine d'interruption. Et donc, quelle est la routine d'interruption qui est liée dans nos cas de cron tab? C'est quoi? Ce n'est autre que la routine du timer. Donc, ce que vous avez dans la machine, une horloge qui se déclenche périodiquement. Et donc, chaque minute, quand il y a une minute qui est écoulée, automatiquement, on va déclencher le programme de cron tab, ce qui permettra de réaliser les tâches en question. Et donc, c'est comme ça que on arrive à déclencher dans le système cron tab d'une manière automatique. Parce qu'on peut se demander comment se fait-il qu'il y a des programmes qui sont en exécution et ensuite cron tab va se déclencher. Donc, le déclenchement, il se fait automatiquement grâce à cette notion d'interruption qui est supportée par des signaux d'interruption et des routines d'interruption. Et donc, la commande cron tab, vous avez, c'est comme toutes les commandes Unix, elle a des paramètres et des options. Donc, vous pouvez afficher, par exemple, le cron tab de l'utilisateur
X, vous pouvez à un moment donné effacer la planification des tâches, vous voulez la supprimer. Donc, comme vous pouvez examiner, donc là, si vous êtes propriétaire ou autorisé, vous pouvez mettre comptable directement moins L, ça vous affiche votre comptable. Là, vous pouvez désigner en tant que route, désigner l'utilisateur que vous voulez, quel est le comptable qu'il a pu planifier, etc., pour voir le contenu. Alors, vous pouvez avoir aussi le E qui permet de dire edit, et donc ça, c'est ce qui permet d'ouvrir un fichier, et automatiquement, ça vous permettra de saisir la planification à l'intérieur. Maintenant, quelle est la syntaxe de ces fichiers comptables? Ces fichiers comptables, c'est un ensemble de lignes. Ces lignes, chaque ligne, elle est composée de 6 champs. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir. Vous avez, chaque ligne est composée de 6 champs. Les 5 premiers déterminent les moments d'exécution de la tâche décrite. Donc là, ça veut dire ce qu'on appelle les champs temporels. Et le 6e champ, c'est le champ action, c'est-à-dire quelle est l'action qu'on doit réaliser ou le programme, le processus qu'on va exécuter. Alors, les 5 premiers champs qui sont temporels, ils vont décrire la périodicité, c'est-à-dire, puisqu'on avait dit c'était tâches de routine, je vais les faire à quel moment. Donc, le premier champ, c'est les minutes. Donc, c'est ce que vous regardez, ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque lui, il consulte ça chaque minute, donc vous ne pouvez pas avoir des secondes. Donc, c'est pour ça qu'il y a les minutes. Et donc, les minutes sont désignées de 0 jusqu'à 59. Pourquoi? Parce que ça, c'est les minutes de l'heure. Donc, vous dites midi, ça veut dire qu'il est 0 minutes. C'est ça ce que ça veut dire. Et l'heure, vous avez l'heure qui est désignée par 12, par exemple. 12, 0, 12, qui veut dire midi. Et donc, les heures, c'est la même chose de 0 à 23. Vous avez aussi le jour du mois, de 1 à 30e, parce que le 30e, c'est le maximum. Et vous avez aussi le mois de l'année, qui sont de 1 jusqu'à 12. Donc, les 12 mois de l'année, de janvier jusqu'à décembre. Et vous avez aussi, vous pouvez indiquer le jour de la semaine, parce que la semaine, c'est 7 jours. Donc, vous avez de 0 jusqu'à 6. Donc, bien entendu, avec la convention que 0 correspond à dimanche. C'est-à-dire que le premier jour désigné par comptable indique le dimanche. Et le 6e champ, je vais dire, c'est le champ action qui est exécuté. Donc, les valeurs temporelles, comment on peut les exprimer? On peut les exprimer de plusieurs manières. Donc, soit une valeur valide, c'est-à-dire on a donné les valeurs valides tout à l'heure. C'était pour la semaine de 0 à 6. Pour le mois de 1 à 31, etc. Mais vous pouvez avoir des combinaisons, telles qu'on l'a vu avec les jokers et autres, etc. Donc, une autre manière de faire, vous pouvez exprimer une liste de valeurs. La liste des valeurs, c'est quoi? C'est une suite de valeurs délimitées séparées par des virgules. Donc là, si vous dites 1, 3, 5 dans le champ mois, ça veut dire c'est le premier mois, le 3e mois et le 5e mois, ce qui veut dire janvier, mars et mai. Vous pouvez exprimer aussi un intervalle, 1 à 4. Par exemple, si vous dites dans le champ du jour, ce qui exprime, puisque dimanche c'est 0, donc lundi c'est 1, donc ça va être du lundi au jeudi. Et ainsi de suite. Donc c'est valable pour tous les autres champs. Vous pouvez aussi indiquer l'étoile. Rappelez-vous, on avait parlé déjà de l'étoile qui était caractère générique. Donc signifier toutes les valeurs possibles du champ. Donc si vous êtes dans le champ minute, étoile veut dire toutes les minutes. Ça veut dire de 0 jusqu'à 59. Vous pouvez aussi avoir cette forme-là, étoile slash 5. Donc, si vous êtes dans le champ minutes, cela veut dire toutes les 5 minutes. Si vous êtes, par exemple, dans le champ des heures, ça veut dire de 0 à 23 divisé par 3. Donc, ce qui vous donne le champ de l'heure, c'est toutes les 3 heures. Et ainsi de suite. Donc, vous avez toutes ces combinaisons qui sont en fait que vous pouvez réaliser. Alors, voici des exemples d'usage. Donc, regardez ici, 0, 0, 1-15, étoile, étoile, commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'exécute la commande le 1er et le 15 de chaque mois à minuit, puisque c'est 0, 0. Donc, vous pouvez avoir, ça c'est de faire un reboot de la machine, redémarrer la machine, 1er au 15 du mois à 2h30 du matin. Donc ça, c'est le 1er et le 15 à 2h30 du matin.
Et ainsi de suite. Vous avez un script qui s'exécute tous les lundis à 3 heures du matin, à 3h15 du matin. Donc, vous allez voir que c'est 15-3, et ensuite, la journée, c'est 1 qui veut dire le lundi. Et donc, vous avez un ensemble de combinaisons que vous pouvez réaliser de la sorte. Et vous avez d'autres possibilités aussi, des exemples qui sont cités. Donc, chacun indique un moyen d'exprimer une périodicité bien déterminée.